Bonjour, dans cette vidéo je corrige le DL numéro 16, ou plutôt je donne des éléments de correction. Il faudra sans doute rédiger mieux quand un tel sujet sera celui d'une interrogation écrite. Alors, allons-y. Dans l'exercice 1, on considère un R espace vectoriel de dimension 3. Alors justement, R espace vectoriel de dimension 3 ne veut pas forcément dire R3. On a vu des espaces vectoriels de dimension 3 qui sont bien sûr isomorphes à R3, mais qui ne le sont pas. Regardez, on a pris E1, E2, E3. E1 n'est pas forcément le triplet 1, 0, 0, ni E2 le triplet 0, 1, 0. Ça peut être des fonctions, des polynômes, que sais-je encore. Alors, dans cet espace vectoriel, quand même, bêta évidemment a 3 éléments, puisque c'est un espace vectoriel de dimension 3. Pour A appartenant à R, on considère la matrice M110A, qui est la suivante. Alors là, il fallait démontrer que l'ensemble des matrices M110A munies du produit matriciel forment un groupe. La première chose à remarquer, c'est que l'ensemble des matrices MA est lui-même inclus dans quelque chose qu'on sait déjà être un groupe. Ça, c'est vraiment important parce que il y a des gens dont j'ai corrigé la copie qui s'embêtent à vérifier que la multiplication est associative, alors qu'on sait très bien que le produit matriciel est associatif dans M3 de R. Donc la première chose à remarquer, sans doute, c'est qu'une telle matrice est inversible. Alors vous pouviez dire qu'elle est triangulaire supérieure à coefficients diagonaux tous non nuls. Ou alors avec vos nouvelles connaissances, vous pouvez dire que le déterminant de A, c'est 1. En tout cas, la matrice A est inversible. Et donc, l'ensemble G de toutes les matrices A est inclus dans GL3 de R. Alors, on va bien sûr montrer que notre ensemble G est un sous-groupe de GL3 de R, parce que l'on sait que GL3 de R est un groupe multiplicatif. Alors, pour cela, il faut montrer ce qu'on appelle une double stabilité. Alors, il était évident que G n'est pas vide, puisque toute matrice de la forme M de A avec A appartenant à R est dedans. Il y a évidemment une infinité de matrices, même autant que de réels A qui sont dans G. Alors, la stabilité en question, vous utilisez souvent mal la phrase. Il faut montrer que G est stable par la multiplication, puis que G est stable par l'inversion. C'est G qui est stable. Alors, pour cela, il faut prendre deux éléments de G qui sont de la forme, par exemple, MA et MB. Vous faisiez le produit matriciel. Bon, là, j'ai pas écrit le produit des deux matrices, mais un calcul très simple donne D1 sur la diagonale et A plus B ici en lieu et place de A. C'est donc, bien sûr, la matrice M indice A plus B. Ce qui est surtout intéressant, c'est que M indice A plus B, c'est dans G. Autrement dit, MA fois MB est encore dans G. Le produit de deux éléments de G est dans G. C'est ça qu'on appelle la stabilité par la multiplication. G est stable par multiplication. MA est inversible, donc elle a une inverse. Il n'y avait besoin d'aucun calcul, puisque d'après la propriété précédente, si vous prenez B égale moins A, ça fait MA multiplié par M moins A égale M indice 0, M de 0. Mais M de 0, c'est I3. Alors, cette propriété assure que M de moins A, c'est l'inverse de M de A. Et M de moins A appartient à G. Ce type de raisonnement doit toujours se terminer par appartient à G. Vous voyez ici, là, MA fois MB appartient à G. MA moins 1 appartient à G. Alors, ceci assure que... Alors, là, vous pouviez rajouter une petite phrase, qui est celle que j'ai dite. G est stable par la multiplication et par l'inversion. Ceci assure que G est un sous-groupe de GL3 de R fois, on peut même rajouter une petite phrase en dessous pour répondre vraiment à la question. G muni de la multiplication est donc un groupe. Voilà pour cette première question. Alors, la question 1b a donné lieu à quelques confusions dues à la compréhension de ce que c'était qu'un morphisme de groupe. Cette notion, elle avait été introduite en TD. Si on prend deux groupes, G1 pour une loi de composition interne chapeau, G2 pour une loi de composition interne sous chapeau, disons, chacun d'entre eux étant un groupe, et F une application qui va de G1 dans G2, on dit que F est un morphisme de groupe.
On peut répéter de G1 chapeau dans G2 sous chapeau, si et seulement si pour tout couple d'éléments de G1, l'ensemble de départ donc, l'image par f de x chapeau y, c'est f de x sous chapeau f de y. F transforme un produit entre guillemets pour chapeau en le produit pour sous-chapeau des images. Alors, ici, dans 1B, phi va de R dans G, à A, elle associe M de A. Et elle est telle que, alors, pour tout AB d'appartenant à R carré, phi de A plus B, c'est bien sûr M de A plus B. Il y en a plusieurs dans les copies qui m'ont dit, c'est M de A plus M de B. Ils ont raison. C'est vrai que c'est M de A plus M de B, parce que les matrices A et donc B ont la particularité que leur somme, c'est aussi leur produit. MA fois MB, c'est aussi MA plus MB. Mais ce qu'il faut écrire ici, c'est pas étudier la linéarité, c'est étudier le fait que ce soit un morphisme du groupe R plus dans le groupe G fois. Donc il faut écrire fois. C'est pas faux d'écrire plus, mais ça permet pas de conclure que c'est un morphisme de groupe de R plus, c'était bien précisé, dans G fois. Alors, bon, vous voyez que c'en est un du coup. C'est un morphisme de G de R plus dans G pour la loi fois. Alors, le mot iso, et c'est là peut-être que j'aurais dû dire plutôt un morphisme bijectif. Bon, isomorphisme veut dire morphisme bijectif. Alors, par définition, G, c'est l'ensemble de toutes les n de A. Ça veut dire que c'est phi de R, l'ensemble de tous les n de A, quand A décrit R, c'est l'image directe par phi de R. Donc, évidemment, F est, j'allais dire, par construction, surjective. Surjective. Alors, l'injectivité, pour avoir la bijectivité, voilà, c'était tout bête, hein. Si pour deux réels A et B, on a phi de A égale phi de B, alors, ceci implique que ces deux matrices-là sont égales. Deux matrices sont égales si et seulement si tous les coefficients sont égaux, en particulier, il faut A égale B. Autrement dit, ceci assure que phi est injective. Donc, phi est bijective, et c'est un morphisme, donc c'est un isomorphisme de R plus dans R fois. Attention ici, il fallait bien considérer que l'ensemble d'arrivées, c'était G muni de la loi fois. Voilà, une petite remarque de rédaction. Vous voyez que je souligne un B en disant ça y est, je vais répondre à un B. Et bon, je souligne au moins un des résultats, notamment le dernier. J'ai bien montré que c'était un isomorphisme de R plus dans G fois. Je vous ai dit au début qu'il n'y aurait pas de rédaction complète. Mais quand même, prenez des habitudes de rédaction complète, même quand il y aura quelques pointillés de temps en temps. Dans la question 1C, on introduisait l'application linéaire de E dans E, dont la matrice sur la base bêta, E1, E2, E3, c'est M de A. Elle s'appelle FA. Alors on avait à écrire beaucoup de fois FA moins identité de E, j'ai appelé ça HA. Quand vous introduisez une nouvelle notation, n'oubliez pas de bien matérialiser cette définition. Je souligne, la matrice dans la base bêta de HA, c'est la matrice de FA moins la matrice de l'identité, c'est donc MA moins I3. En enlevant les 1 sur la diagonale de M de A, on n'obtient plus qu'un A ici. Alors on vous demandait le noyau et l'image. Bon, il y avait deux cas quand même à distinguer, parce que si A est nul, la matrice de HA est entièrement nulle. Donc HA, c'est l'application nulle de E dans E, le 0 de L de E. Son noyau, c'est tout E, et son image, c'est le vecteur nul de E. Si A est différent de 0, en revanche, alors bon, là il y en a qui ont adopté une stratégie matricielle en disant soit, mais alors attention, il faut bien l'écrire, soit x flèche un vecteur de E, x flèche écrit x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3. Et il est dans le noyau si et seulement si cette matrice-là, multipliée par la colonne x1, x2, x3, donne la colonne 0, 0, 0. C'est pas la colonne x1, x2, x3 qui est dans le noyau, c'est le vecteur x flèche égale x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3. Attention de ne pas confondre un vecteur avec ses coordonnées dans une base. Bon, moi j'ai plutôt préféré regarder globalement la matrice. Vous voyez que l'image de E1 par HA égale l'image de E2 égale le vecteur 0. D'autre part, l'image de E3 c'est A fois E2. On sait que quand on connaît l'image des trois vecteurs de base sur toute façon aussi simple,
on connaît à peu près tout de HA. Déjà, vous voyez que toute combinaison linéaire de E1 et E2 est envoyée sur 0, donc l'espace vectoriel engendré par E1 et E2 est inclus dans le noyau. D'autre part, l'image de HA, c'est l'espace vectoriel engendré par F de E1, HA de E1, virgule, HA de E2, virgule, HA de E3. HA de E1, c'est 0, HA de E2, c'est 0, et l'autre, c'est AE3. On a donc l'image de HA, c'est l'espace vectoriel engendré par, alors on aurait pu dire ici c'est A différent de 0, hein. AE2 c'est les multiples de AE2, mais les multiples de AE2 c'est les multiples de E2. Donc là on peut conclure déjà image de HA égale hop hop. Bon, c'est une droite vectorielle cette image, donc sa dimension c'est 1. Ça veut dire que le rang de HA ça vaut 1. Le théorème du rang nous donne que la dimension du noyau c'est 2, et donc que cette inclusion qui est là, juste au-dessus, est en fait une égalité. Donc le noyau de HA, c'est l'espace vectoriel engendré par E1 et E2. Alors, bon là, je pense qu'il fallait bien distinguer A0 et A non nul. Sinon, vous pouviez dire l'image de HA, c'est R fois AE2, mais bon, dans le noyau, dans ces cas-là, vous aviez un problème pour déterminer le noyau. Alors, passons à la question 2. P, on nous dit c'est un plan vectoriel de E. Ça veut dire tout simplement un sous-espace vectoriel de dimension 2 de E. On nous dit que D est une droite vectorielle. Ça veut dire un sous-espace vectoriel de dimension 1 de E. Et D est inclus dans P. Alors, la question 2A. Créer une base UVW telle que le plan P est engendré par U et V et la droite D engendrée par V. Alors, il faut choisir ces trois vecteurs, mais dans le bon ordre. Le premier à choisir, c'est le vecteur V. On prend un vecteur V dans la droite D, mais pas le vecteur nul. Alors, on sait que toute une droite vectorielle est engendrée par n'importe lequel de ces vecteurs non nuls. Donc, D, c'est l'espace vectoriel engendré par V. C'est, avec les notations plus usuelles, RV. Et à ce moment-là, on peut choisir U. Alors, beaucoup d'entre eux, ceux qui ont répondu correctement ici à la question, on a dit on va utiliser le théorème de la base incomplète. Mais dans quoi? Dans P. Dans P. P est un espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E, c'est un espace vectoriel. Et la famille qui est V toute seule est libre. Allez, j'écris ça pour compléter d'abord V en une base UV de P, puis la base UV de P en une base UVW de E. Alors, je viens d'écrire D égale l'espace vectoriel engendré par V égale RV, où V est un vecteur non nul. Donc, la famille constituée du seul vecteur non nul V est une famille libre de P. On la complète en une base UV de P, parce que P est de dimension 2. Et que V étant une famille libre, on peut faire ceci grâce au théorème de la base incomplète. Dans ce cas, UV, qui est une base de P, devient une famille libre dans E. Mais la dimension de E, c'est 3. Donc on peut compléter cette famille libre de 2 vecteurs en une base de 3 vecteurs UVW qu'on nous demandait d'appeler B indice PD. Alors voilà comment il fallait raisonner. D'abord V, ensuite U, puis W pour construire la base B indice PD. Dans la question de B, on introduit phi, une application linéaire de E dans E. On vous demande de montrer que c'est une transvection de plan P et de droite D si et seulement si sa matrice sur la base PD est de la forme M de A. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transvection de plan P et de droite D? C'est un endomorphisme de E, donc qui envoie tout vecteur de P sur lui-même, et tout vecteur de façon générale sur lui-même plus un vecteur de D. Remarquez que ça marche déjà pour les vecteurs de P. Les vecteurs de P sont envoyés sur eux-mêmes, mais eux-mêmes c'est eux-mêmes plus 0, et 0 c'est un vecteur de D. Mais si on est hors de P, si un vecteur est hors de P, ça doit être lui-même plus un vecteur de D également. Alors, prudemment faisons les choses en deux temps. On suppose d'abord que phi est une transvection de plan P et de droite D. On va chercher la matrice sur la base PD de phi. On va donc calculer phi de U, phi de V et phi de W. Bon, U est dans P, V est dans P, donc phi de U c'est U, phi de V c'est V. J'ai déjà mes deux premières colonnes qui sont 1, 0, 0, 0, 1,
0. D'autre part, phi de W moins W, ça doit être dans D, qui est l'espace vectoriel engendré par V ou RV, mais visiblement le sujet préférait vect V ou RV. Donc, phi de W, moins W égale AV où A appartient à R. Alors, bon, une petite ligne de plus, peut-être pour écrire phi de W égale W plus AV. Dans ces cas-là, phi de W, c'est W plus AV plus 0U, et ça, c'est M de A qui est dans G. Alors, eh bien, on a fait le premier, on suppose que phi est une transvection, et sa matrice est dans G. Réciproquement, on suppose que la matrice est de cette forme. Montrons que phi est une transvection de plan P et de droite D. Alors pour le plan P, c'est assez clair. P, c'est l'espace vectoriel engendré par UV. Phi de U, c'est U. Phi de V, c'est V. Alors, bon, vous pouviez détailler, mais pour tout lambda et V, phi de lambda U plus mu V, c'est lambda phi de U plus mu phi de V, c'est-à-dire lambda U plus mu V, c'est-à-dire que pour tout x dans P, phi de x, c'est x. Alors, on a déjà la moitié. Maintenant, il s'agit de regarder ce qui se passe pour un vecteur pas forcément dans P. N'oubliez pas que la matrice va nous renseigner sur sur son image. Je fais ça tout de suite de l'autre côté. Il nous reste à montrer qu'un vecteur est envoyé par phi sur lui-même plus un élément de D. Mais bon, vu la forme de la matrice, on peut raisonner comment 1C, en remplaçant E1, E2, E3 par UVW. On a l'image de phi moins identité de E, c'est l'espace vectoriel engendré par A fois V, ou R fois AV, mais là encore, on s'adapte au sujet qui semble préférer les espaces vectoriels. Mais l'espace vectoriel engendré par AV, ici c'est D. Donc, quel que soit x appartenant à E, phi de x moins x, j'applique phi moins identité à x, phi de x moins x appartient à D. Et donc, les éléments de P sont stables, les éléments de E sont envoyés sur eux-mêmes plus un élément de D. Phi est bien une transvection de plan P et de droite D. Alors, dans la suite, on appelait T indice PD l'ensemble de toutes ces transvections. Il s'agit de montrer que c'est un groupe pour la loi rond, la composition. Alors, je vais faire ça tout de suite, mais je vois que le voyant de batterie s'allume, donc je préfère changer la batterie, je reviens tout de suite. Voilà, avec une batterie neuve, revenons à notre question 2C. Il s'agit de montrer que T indice PD est un groupe pour la composition, la loi rond. Alors, d'après ce qu'on vient de faire pour phi dans cet ensemble, donc phi une transvection, sa matrice sur une certaine base, adaptée, disons, est dans GL3 de R. Pourquoi dans GL3 ? Parce qu'elle est dans G, et que G est inclus dans GL3. Autrement dit, ça c'est une application bijective. On en déduit que P est inclus dans, alors GL de E, c'est le groupe linéaire de E, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E bijectives. Alors, on sait que GL de E rond est un groupe. On va donc montrer que T indice PD est un sous-groupe. Vous avez vu, on fait presque tout le temps comme ça, on essaye d'identifier un ensemble plus gros pour l'inclusion que celui qu'on a à traiter, qui lui-même est un groupe pour la loi voulue. Alors, il est non vide, bien sûr, l'identité en fait partie, l'identité est une transvection. Et alors, pour phi 1 et phi 2, deux transvections, il existe A1 et A2 dans R, telles que la matrice de phi 1, c'est M1, sur la base adaptée, bien sûr. La matrice de phi 2 sur la base adaptée, c'est MA2, mais alors la matrice sur la base adaptée de phi 1 rond phi 2, c'est MA1 fois MA2, propriété fondamentale des matrices.
Oui, mais ça, c'est M indice A1 plus A2. Et ça appartient à G. Mais si sa matrice est dans G, on a vu, d'après la réciproque de la question qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire le début de la question 2b, on en déduit que phi est une transvection. Autrement dit, pour phi1 et phi2 dans l'ensemble des transvections, ça phi1, alors je vais écrire phi, c'est plutôt phi1 rond phi2. Je voulais écrire phi, mais je n'ai pas défini phi, c'est phi1 rond phi2 appartient à l'ensemble des transvections de plan P et de droite D. Qu'est-ce que j'ai montré? Si vous voulez faire une phrase ici, T indice PD est stable par la loi rond. Alors, reste à voir qu'il est stable par la réciproque. On fait ça tout de suite. Il nous reste à voir que la réciproque d'un élément de T indice PD est encore dans T indice PD. Réciproque qui existe parce que les éléments de T indice PD sont tous des bijections. Alors, pour justement phi dans T indice PD, on peut considérer que sa matrice sur la base adaptée c'est M de A où A est dans R. Alors dans ces cas-là, la matrice de sa réciproque c'est l'inverse de M de A, mais on a vu que ça c'est M de moins A. Et M de moins A est dans G. Autrement dit, si la matrice de la réciproque de phi est dans G, c'est que phi moins 1 est dans T indice PD. Voilà la stabilité par la réciproque. Alors, et ben voilà, T indice PD est un sous-groupe de l'ensemble des endomorphismes bijectifs, des isomorphismes ou des automorphismes de E pour la loi rond. Alors, dans la question 3, on introduit un plan vectoriel. Je vous rappelle que j'ai écrit en toutes lettres, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension 2. Une application linéaire de E dans E qui vérifie pour tout x appartenant à Q, G de x égale x. Donc, G laisse stable, enfin, c'est plus que laisse stable. C'est vrai qu'il laisse stable Q, mais Q est invariant. Tous les éléments de Q sont invariants par G. On dit ça comme ça. Alors, on introduit une base Q1, Q2, H, telle que Q1, Q2 est une base de Q. Bon, on vous la faisait pas construire, mais c'était assez évident, hein. C'est un espace de dimension 2, on peut en prendre une base Q1, Q2, puis cette famille Q1, Q2 étant libre, on peut la compléter en ajoutant un vecteur de E pour former une base Q1, Q2, H de grand E. Alors, bon, la première question était presque, enfin 3 en tout cas était presque évidente, puisque Q1 est dans dans Q, son image par G, c'est lui-même. Puisque Q2 est dans Q, son image par G, c'est lui-même aussi, c'est Q2. Et on avait posé G de H égale alpha Q1 plus bêta Q2 plus gamma H, la matrice donc dans la base adaptée, hein, Q1, Q2, l'image de Q1 c'est 1 Q1 plus 0 Q2 plus 0 H, l'image de Q2 0 Q1 plus 1 Q2 plus 0, et ici l'image de H c'est alpha Q1, bêta Q2, gamma H. Et ben voilà, on souligne ce petit résultat. Alors, on distinguait ensuite deux cas. Dans la question 3b, le gamma qui était là ne valait pas 1. Et dans ce cas, il fallait montrer que, en changeant de base, on obtenait pour la matrice de G une matrice de forme 1, 1, gamma, c'est-à-dire une matrice triangulaire. Alors, pour cela, on pose H' égale H plus gamma Q1 plus mu Q2 ou lambda mu et dans R2. Alors, une première chose, vous voyez que le vecteur H ici n'est pas nul et donc H' n'est pas une combinaison linéaire de Q1 et Q2. C'est une combinaison linéaire de Q1 et Q2 plus un vecteur H qui n'est pas, lui, une combinaison... Alors, il est non seulement pas nul, mais H n'est pas une combinaison linéaire de Q1 et Q2. Sinon, Q1 et Q2, H ne serait pas une base. Autrement dit, vous voyez déjà que H' n'est pas
une combinaison linéaire de Q1 et Q2, ce qui assure que Q1, Q2, H' est une base. On va pouvoir écrire ça. Restera à bien choisir H' pour avoir la matrice voulue. J'écris ce que nous venons de dire à propos du vecteur H. Il n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par Q1 et Q2, puisque Q1, Q2, H est une base, donc une famille libre. De même, H', vu sa forme, n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par Q1 et Q2, donc ce que l'énoncé appelle B'Q, qui est Q1, Q2, H', est encore une base de grand E. Alors, on veut déterminer H' ici, de façon que la matrice dans la base B'Q de G ait la forme voulue. Alors, il y a quelques minutes, là, j'ai dit, elle doit être triangulaire, certes, mais plus que ça, elle doit être diagonale, et même ça doit être diag de 1, 1, gamma. Alors, les deux premières colonnes ne posent pas de problème. Q1 est dans le plan vectoriel Q, et donc il est envoyé sur lui-même. Notre première colonne va bien être 1, 0, 0. Q2 est dans le plan vectoriel Q de la même façon, il est envoyé sur Q2 lui-même, donc notre deuxième colonne va être 0, 1, 0. Non, on veut que la troisième colonne soit 0, 0, 1, c'est-à-dire que j'ai 0, 0 gamma, pardon, la matrice voulue est diag de 1, 1 gamma, donc elle est de la forme voulue si et seulement si, et là, aidez le lecteur, dites que ça c'est un résultat intermédiaire, vous voulez que G de H' soit gamma H'. Or, calculons gamma H', bon, il suffit de multiplier H par gamma. H', c'est après multiplication par gamma, c'est gamma H plus gamma lambda Q1 plus gamma mu Q2. Et d'autre part, G de H', G étant linéaire, c'est G de H plus lambda G de Q1 plus mu G de Q2. G de Q1, c'est Q1, G de Q2, c'est Q2, et G de H, c'est ce qui a été noté, alpha Q1 plus bêta Q2 plus gamma H. Vous voyez l'idée qui est derrière? On va utiliser le fait que la famille H, G1, Q1 est une famille libre. D'ailleurs, c'est une base. Donc, si deux vecteurs sont égaux, si et seulement si leurs coordonnées sur cette base sont les mêmes. Alors, on réunit ça en mettant H ici, donc gamma H tout seul. Facteur de Q1, vous voyez qu'il y a lambda plus alpha, et facteur de Q2, vous voyez qu'il y a mu plus bêta. Voilà donc l'image de H'. H, Q1, Q2 étant une base, bon, je le mets là, c'est une famille libre. Ça suffit en fait à dire que si deux vecteurs se décomposent comme combinaison linéaire de H, Q1 et Q2, les coefficients de ces combinaisons linéaires sont les mêmes. Il y a unicité. Bon, gamma, pas de problème. Alors, on a donc la forme voulue, ceci égale cela, si et seulement si, ça égale ça, et ça égale ça. À savoir, gamma lambda égale lambda plus alpha, et gamma mu égale mu plus bêta, si et seulement si. En mettant les lambda et les mu dans le même membre, gamma moins 1 lambda égale alpha, et gamma moins 1 mu égale bêta. Or ici, gamma moins 1 est différent de 0, donc on peut prendre, lambda égale alpha sur gamma moins 1 et bêta égale, et mu, c'est ce que l'on voulait, et mu égale bêta sur gamma moins 1. Alors pour H' égale H plus alpha sur gamma moins 1 fois Q1 plus bêta sur gamma moins 1 fois Q2. Hop, qu'est-ce que l'on a? La matrice dans la base B'Q de petit g
C'est, on l'a dit, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, gamma, ce qui est le résultat souhaité. Voilà, on dit que dans ces cas-là, G est diagonalisable. On a trouvé une matrice sur laquelle la matrice de cet endomorphisme est une matrice diagonale. Bon, c'est presque fini. Je vous fais juste une petite remarque sur la méthode que l'un d'entre vous a employée, une méthode purement matricielle qui était pas mal. Je vais la reprendre de l'autre côté. Avant de passer à la dernière question, je fais donc une petite remarque sur une méthode matricielle pour déterminer la base B'. J'ai abandonné l'indexation par PD. La matrice de passage de B vers B', si on pose H' égale lambda Q1 plus mu Q2 plus H, c'est la suivante. Ici, je vous rappelle que B' c'est Q1, Q2, H'. Donc voilà les coordonnées de Q1, les coordonnées de Q2 et les coordonnées de H dans la base H', dans la base Q1, Q2, H. Alors, en général, les méthodes avec formule de changement de base sont assez lourdes parce qu'il y a toujours deux produits matriciels à faire, c'est long. Mais là, vu la forme des matrices avec des 1, 0, 0, 0, 1, 0 sur les deux premières colonnes, les calculs étaient assez simples. Donc, pour une fois, je pense que là, ça valait peut-être le coup. Si on note P, cette matrice-là, P-1, c'est, alors là aussi, il faut un tout petit calcul, même à 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins lambda, moins mu 1. En effet, si on fait le produit matriciel, les deux premières colonnes ici sont conservées, donc il vient 1, 0, 0, 0, 1, 0, et vous voyez que la deuxième colonne, la troisième colonne, il vient moins lambda plus lambda 0, moins mu plus mu 0, et enfin 1, ça fait I3. Alors, avec ces notations, la matrice dans la base B' de G, c'est P-1, matrice dans la base B de G fois P. Attention, dans cet ordre. Autrement dit, cette matrice multipliée par celle que l'on nous a fait caractériser dans la question précédente, multipliée par P. J'ai fait ici le produit matriciel, alors c'est là que c'est long en général, mais dans ce cas, ça va, puisque encore une fois, il y a 1, 0, 0 et 0, 1, 0 ici, donc les deux premières colonnes sont conservées. La troisième colonne devient lambda plus alpha, mu plus bêta et gamma. Après multiplication par P-1, là encore, toujours ce phénomène des deux premières colonnes conservées. C'est vraiment pour ça que le calcul était valable. Et ensuite, il vient alors lambda plus alpha moins gamma lambda. Et ici, pour le deuxième élément de la troisième colonne, il vient mu plus bêta moins gamma mu et enfin gamma tout en bas. Autrement dit, la matrice sur la base B' de G est celle que l'on veut, à savoir diag de 1, 1 gamma. Si et seulement si, vous voyez qu'on retrouve ici gamma moins 1 multiplié par lambda égale alpha 1, ce qui revient à lambda plus alpha moins gamma lambda égale 1, et là aussi gamma moins 1 multiplié par mu égale bêta. Et on retrouve notre condition précédente, la fin étant rédigée de la même façon. Donc vous voyez que dans le cas gamma différent de 1, on a en fait G qui a une matrice particulièrement simple, laisse stable un plan, le plan Q, et agit comme une homothétie de rapport gamma sur un vecteur extérieur à ce plan. On peut dire que ça s'appelle une affinité, ça. Alors dans la question C, c'est gamma égale 1, et dans ces cas-là, on veut montrer que G, qui laisse stable le plan Q, est en fait une transvection de plan Q et d'une droite appartenant à celui-ci. Faisons-le. Alors, pour terminer l'exercice, examinons le cas où gamma égale 1. Dans ces cas-là, la matrice dans la base BQ de G, c'est celle-ci, là, D1 sur la diagonale, et alpha, bêta en coefficient 1 et 2 de la colonne 3. Oui, je vous rappelle que BQ, c'est une base de la forme Q1, Q2, H, où Q1 et Q2 forment une base du plan grand Q qui est laissé invariant par petit g.
Alors une information importante, c'est que G c'est pas l'identité. Donc le couple de réel alpha bêta qui est là, c'est pas 0, 0, hein, sinon on aurait I3 comme matrice et G serait l'identité. Alors justement, matrice de G moins identité, ben, on enlève I3 à cette matrice, ça fait deux colonnes nulles et alpha bêta. Alors, l'image de G moins identité, là on a déjà fait le raisonnement dans 1C, je crois, hein. C'est l'espace vectoriel engendré par G de Q1, virgule G de Q2, virgule G de H. Mais G de Q1, c'est 0, G de Q2, G moins identité de Q1, excusez-moi. G moins identité de Q1, G moins identité de Q2 et G moins identité de H. C'est-à-dire respectivement 0, 0 et alpha Q1 plus bêta Q2. Attention ici, certains d'entre vous écrivent la colonne alpha bêta 0. Ça, c'est dans R3. Quand vous voyez alpha bêta 0, ça signifie que c'est les coordonnées du vecteur alpha Q1 plus bêta Q2 plus 0H. Bon, c'est donc, je reviens à l'image de G moins identité, l'espace vectoriel engendré par alpha Q1 plus bêta Q2. On peut écrire R fois alpha Q1 plus bêta Q2. C'est important de comprendre que ça, c'est un seul vecteur V, qui est une combinaison linéaire de Q1 et Q2. Mais donc, non, c'est un vecteur de Q, puisque Q1 et Q2 sont dans Q, mais non nul, parce que alpha bêta est différent de 0. Alors, ben, c'est bien une droite vectorielle, hein, ça là. Donc, on peut déjà annoncer que delta égale l'image de G moins... Hop, identité est une droite vectorielle de Q. Alors, l'exercice là est fini. Pour tout x appartenant à Q, on savait déjà que G de x est égal à x. De plus, si on prend un x dans E, fixé, on sait que G moins identité appliquée à x appartient à delta. Donc, G de x moins x appartient à delta. Ainsi, quel que soit x appartenant à E, G de x moins x appartient à delta. On peut ressouligner les deux éléments essentiels. G est bien une transvection. G est une transvection de plan Q et de droite delta inclus dans Q. Bon, une remarque, on pouvait à ce moment-là faire un nouveau changement de base, puisqu'en fait vous savez que ce type de transvection, on peut l'associer à une matrice de G. Donc on aurait pu faire, l'exercice aurait pu faire un dernier changement de base pour supprimer le coefficient là et mettre un petit a là, qui n'est ni alpha ni bêta, hein, mais ici, un petit a à ce stade. Mais c'était pas demandé. Voilà donc l'exercice 1 terminé. Alors, on va faire l'exercice 2 qui, alors on change complètement de sujet, fait de l'analyse, on étudie une série, mais aussi on essaye de trouver un équivalent de n factoriel. Ça c'est une formule célèbre que vous devez connaître, la formule de Stirling. A tout de suite. Passons à l'exercice 2. On introduit les réels un, où n est un entier supérieur ou égal à 1, qui vaut n factoriel sur la factorielle de n, donc exponentielle de n, multiplié par n exposant n fois racine de n pour n supérieur ou égal à 2, afin de pouvoir écrire u indice n-1 là. Hn, c'est le logarithme de un sur un-1. Oui, un est un nombre strictement positif, vous l'avez vu. On vous demande d'abord une expression de un divisé par un-1. Alors là, s'il vous plaît, quand vous faites des calculs et que vous les écrivez sur une copie, c'est pour qu'ils soient lus. C'est pas pour que ce soit un brouillon à vous seul destiné. Essayez que le lecteur puisse voir immédiatement quel type de manipulation vous faites sur l'expression. Alors, bon, là, je dis pas que c'est parfait, mais j'ai l'impression qu'on comprend qu'on s'occupe du numérateur, là, c'est-à-dire la factorielle et l'exponentielle. Celle de n vient au numérateur, celle de n-1 au dénominateur, l'exponentielle de n au numérateur, c'est l'exponentielle de n-1 au dénominateur. Puis ensuite, des dénominateurs, là, c'est au contraire n exposant n et racine de n qui viennent au dénominateur. Et comme on divise par n-1, n-1 exposant n-1 et racine de n-1 viennent au numérateur. Bon,
Là, la factorielle de n sur celle de n-1, on sait que c'est n. L'exponentielle de n sur celle de n-1, c'est e. Là, j'ai factorisé un n au dénominateur pour avoir la même puissance sur n-1 et n, autrement dit n-1 sur n exposant n-1. Et on sait enfin que la racine, c'est la puissance 1 demi. Alors, après simplification par n, il vient e facteur de n-1 sur n exposant n-1 demi. Voilà le résultat voulu que l'on souligne. Alors Hn, qui est le logarithme de cette quantité, c'est donc 1 log de e plus n-1 log de n-1 sur n, qu'on va écrire comme souvent logarithme de 1 moins 1 sur n. Puisqu'on dispose d'un développement limité à l'ordre souhaité de 1 plus 1 sur n. Alors quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Je parle de développement limité parce qu'on vous demande de montrer que la série de termes générales Hn converge. Alors, on sait que souvent les développements limités de Hn permettent de conclure. Mais alors, à quel ordre, entre guillemets? Alors, l'idée là, c'est de le faire. Alors, je vais le faire de deux façons. D'abord, avec un reste en petit o de 1 sur n carré, en dialogue 1, la précision petit o de 1 sur n carré, ou grand O de 1 sur n carré. Les deux permettent de conclure. Vous avez plus l'habitude de faire ça parce que dans le chapitre développement limité, on utilisait quasi systématiquement des petits O. Et vous verrez que grand O, qui est un peu plus faible en précision, permet quand même de conclure. Alors, faisons ce développement limité. Alors, je commence par des développements limités plus usuels, c'est-à-dire en utilisant des petits O. On veut un développement limité à la précision 1 sur n carré du terme qui est là. Donc, vous voyez qu'il faut un DL3 du logarithme. J'ai utilisé le développement limité usuel. Logarithme de 1 plus u égale u moins 1 demi de u carré plus 1 tiers de u cube plus petit o de u cube. Quand n tend vers l'infini, je l'ai écrit une bonne fois pour toutes pour ne pas avoir à le réécrire sous tous les petits o. Il y a donc moins 1 demi, ici moins 1 sur 2n carré, ici moins 1 sur 3n cube plus petit o de n cube. Quand on développe, alors développons d'abord le n, il vient moins 1 ici tout de suite. Ensuite, moins 1 sur 2n. Ensuite, moins 1 sur 3n carré. Puis, petit o de 1 sur n carré, que je peux mettre à la fin. Petit o de 1 sur n carré. Autrement dit, ce n'est pas la peine d'écrire les termes qui sont prépondérants devant 1 sur n carré. Je développe maintenant le moins 1 demi. Donc ici, il vient plus 1 sur 2n. Et ici, plus 1 sur 4n carré. Et vous voyez que celui-là, je ne vais pas l'écrire, puisque justement, il est en n cube, et donc n'est prépondérant devant 1 sur petit o, devant le petit o de 1 sur n carré. Les 1 s'éliminent, les 1 sur 2n s'éliminent. Ici, il vient moins 4 douzièmes plus 3 douzièmes, donc moins 1 douzième de n de 1 sur n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Alors, vous voyez que ainsi, petit hn équivaut quand n tend vers l'infini à moins 1 sur 12n carré. Alors, est-ce que cela peut nous permettre de conclure? Oui. Vous voyez que hn va être de signe constant pour n assez grand, négatif en l'occurrence, mais la valeur absolue de hn équivaut elle à 1 sur 12n carré. Et on sait que la série des 1 sur n carré converge. Autrement dit, la série des valeurs absolues de Hn converge. On dit que Hn est une série absolument convergente. Je veux vous montrer qu'on aurait pu faire un tout petit peu moins précis en écrivant ici Hn égale donc 1, bon, plus n moins 1 demi facteur de
Cette partie toujours la même là, moins 1 sur n, moins 1 sur 2n carré. Et là, on peut dire que le terme suivant est un grand taux de 1 sur n cube. Alors, ce n'est pas un petit taux, hein. Regardez, il équivaut à moins 1 tiers de 1 sur n cube, mais équivaloir à moins 1 tiers de 1 sur n cube, la valeur absolue équivaut à 1 sur 3n cube. C'est-à-dire que si on multiplie par n cube, c'est borné. Si ça équivaut à 1 tiers, ça tend vers 1 tiers, ça a une limite finie. C'est borné. On peut écrire grand taux de 1 sur n cube. Je vous rappelle la définition, une suite est grand taux de 1 sur n cube si un fois n cube en valeur absolue est borné. Bon, c'est le cas ici. Alors, ça donnait lieu à un développement limité, sans doute, un peu plus court ici, donc il y a encore le moins 1. Moins 1 sur 2n. Et puis ici, alors quand on a n multiplié par grand taux de 1 sur n cube, il vient un grand taux, cette fois de 1 sur n carré. Ensuite, le plus 1 sur 2n qui vient ici. Et puis rien. On écrit ici rien là. Hein, parce que si j'écris un terme en 1 sur n carré, il rentre dans le grand taux de 1 sur n carré. Ainsi, de point, on a hn égale un grand taux de 1 sur n carré. Alors quand n tend vers l'infini, là je vais peut-être vous voyez que ça c'est plus précis. Mais ça donne ça permet de conclure. Puisque là encore, quand une quantité est grand taux de 1 sur n carré, sa valeur absolue l'est aussi, et dans les deux cas, on va pouvoir conclure, la série de termes généraux à la chaîne est absolument convergente. La conclusion de notre étude précédente, donc, avec l'une ou l'autre des deux formes, valeur absolue de hn équivaut à 1 sur 12n carré, ou hn ou sa valeur absolue, là c'est pas vraiment nécessaire, hein, quand on met grand taux. Il est à l'intérieur de la définition de grand taux, la valeur absolue apparaît, donc bon, valeur absolue de la chaîne, écrivons-le quand même, est un grand taux de 1 sur n carré. On peut conclure la série de termes généraux à la chaîne est absolument convergente, donc elle converge. Je rappelle qu'une série absolument convergente converge. Alors, en déduire que la suite un converge elle aussi, regardez, pour n supérieur ou égal à 2, la somme partielle de cette série, c'est la somme pour k égale 2 jusqu'à n des hk, c'est-à-dire la somme pour k égale 2 jusqu'à n des logs de uk sur uk moins 1, ou encore la somme pour k égale 2 jusqu'à n de logarithme de uk moins logarithme de uk moins 1. Après séparation, en deux sommes, vous voyez qu'il y a télescopage. Il reste somme pour k égale 2 jusqu'à hk égale log de un ici, et le terme pour k égale 2 là, donc moins log de u1. Alors, on en déduit de 1, vous savez que si une série converge, c'est que sa somme partielle admet une limite finie quand n tend vers l'infini. Donc, cette quantité aussi admet une limite finie quand n tend vers l'infini. On en déduit donc que la suite des logarithmes de un forme une suite convergente. Alors, c'est-à-dire qu'il existe un petit L, un réel, tel que le logarithme de un tende vers L quand n tend vers l'infini. Dans ce cas-là, la continuité de l'exponentielle en L assure que un tend vers exponentielle de petit l quand n tend vers l'infini. Alors évidemment, on pose k égale exponentielle de petit l. On a k appartient à r plus étoile. Et comme il n'est pas nul, et que un a k pour limite, un équivaut à k quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire que n factoriel exponentielle de n sur n exposant n racine de n équivaut à k quand n tend vers l'infini. Alors, on multiplie par n exposant n racine de n, on divise par exponentielle de n, et on obtient n factoriel équivaut à k
Donc n exposant n, racine de n et exponentielle de moins n. Voilà. Alors c'est en soi une information intéressante, hein. On a obtenu ici à constante près un équivalent de la factorielle de n en n exposant n fois racine de n multiplié par exponentielle de moins n. La suite du problème consistait à déterminer la valeur de ce réel strictement positif k. Pour calculer la valeur de k, on va utiliser les intégrales dites de Wallis. Je vous rappelle que pour n appartenant à la grande n, on pose n égale intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n de t dt. Alors, les intégrales de Wallis ont déjà donné lieu à un exercice dans un DL. On avait vu plusieurs résultats. La suite des IN est positive, décroissante. Elle tend vers 0, en étant équivalente à racine de pi sur 2n quand n tend vers l'infini. IN équivaut à racine de pi sur 2n. De plus, on a une relation qui donne I indice n plus 2 en fonction de IN. Donc, vous voyez qu'on saute comme ça là, deux rangs pour avoir un I en fonction d'un I deux rangs avant. I indice n plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2, facteur de IN. On vous demandait d'établir une égalité donnée d'ailleurs concernant I indice 2n. Alors, il fallait commencer à 0. I indice 0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant 0, ça fait 1 dt, ça fait pi sur 2. Bon, ensuite, l'égalité étant donnée, c'était une question fermée, vous pouviez faire ça par récurrence. La totalité des gens qui ont rendu leur copie, je pense, ont fait comme ça. Je vous rappelle qu'on peut faire autrement par itération. Regardez, I2n, bon ici, quand vous avez n plus 2, il y a n plus 2 au dénominateur, n plus 1 au numérateur, donc ici, ça va faire 2n. Et 1 de moins, à savoir 2n moins 1. Là où on peut itérer en disant donc on garde ce 2n moins 1 et ce 2n. Il va venir cette fois 2n moins 3, hein. 2n moins 3 et 2n moins 2, I indice 2n moins 4. Puis, après autant d'étapes qu'il le faut, vous voyez 2n moins 1. Ici, il va venir 2n moins 3, tac, 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 fois au dénominateur 2n moins 2, fois 3, tac, tac, tac. Ici, des impairs décroissants jusqu'à 3 fois, alors regardez le dernier c'est I2 en fonction de I0 et ça se termine par 1,5. Donc ici il y a 1 et ici fois 4 fois 2, hop, multiplié par I0. Alors, ce type d'expression, on l'a déjà rencontré. Regardez l'idée, on va multiplier le numérateur par le dénominateur. Pour conserver l'égalité, il faut bien sûr mettre le dénominateur au carré. Vous voyez que si on multiplie le numérateur par le dénominateur, on obtient la factorielle de 2n. Alors, après avoir mis tout ça au carré, alors il vient 2n, je garde pour l'instant comme ça, fois 4 fois 2, et I0 c'est pi sur 2, on l'a vu. Alors, pour conclure, est-ce que j'ai la place ici? Allez, oui, je la prends. 2n le tout factoriel. Ici, vous voyez que il y a n facteurs qui sont tous des facteurs pairs. Donc, je peux factoriser 2 dans chacun des facteurs. Il vient 2 exposants n. Et une fois ceci fait, il vient n fois n-1 fois n-2 fois 2 fois 1. Mais ça fait n factoriel. Alors, je vais mettre juste en dessous. Hop. Donc, je répète, je factorise 2, il en vient 2 exposants n. Et ce qui reste, c'est n factoriel. Ici, j'ai un carré. Et, hop, ici, j'ai pi sur 2. Et donc, I indice 2n égale cette expression qui était voulue là, la factorielle de 2n multipliée par le carré de
le 2 exposant n fois la factorielle de n multiplié par pi sur 2. Bon, voilà pour cette méthode par itération. Celle par récurrence marchait très bien. Alors, on va utiliser ce résultat pour conclure quant à la valeur de k. Un petit peu de calcul pour terminer. J'ai très légèrement modifié l'expression de i2n que nous venons d'avoir. 2 exposant n au carré, c'est 2 exposant 2n. Et ici, j'ai gardé la factorielle de n au carré. Donc voilà, cette expression de i2n là, fournie par notre question précédente. D'autre part, on nous a rappelé que l'étude de l'équivalent de la suite des intégrales de Wallis permettait d'avoir un équivalent de in. En remplaçant n par 2n, on a racine de pi sur 2 fois 2 exposant n, c'est-à-dire racine de pi sur 2 racine de n. Alors l'idée, c'est de comparer cet équivalent-là avec celui de cette quantité obtenue en utilisant celui que l'on a mis en place de n factoriel. Alors, je vous rappelle ce qu'on a. N factoriel équivaut à k, une constante réelle strictement positive, fois n exposant n, fois racine de n, fois exponentielle moins n. Là encore, en remplaçant n par 2n, la factorielle de 2n équivaut à k, 2n exposant 2n, racine de 2n exponentielle de moins 2n. Et n factoriel au carré équivaut quand n tend vers l'infini, si deux quantités sont équivalentes, leurs carrés le sont, à k carré. N exposant 2n, le racine de n devient n, et l'exponentielle de moins n devient exponentielle de moins 2n. Est-ce que vous voyez que j'ai fait en sorte que l'on comprenne ce que je fais? Du moins, je l'espère. Ici, on voit bien que j'ai remplacé n par 2n, et ici, on a élevé n factoriel au carré. J'ai même essayé de mettre l'un en dessous de l'autre ces deux équivalents pour que, sachant que in équivaut à 2 exposant 2n et pi sur 2 près, au quotient des deux, qu'il soit clair au moment où je fais le quotient que certaines quantités vont se simplifier. Alors, faisons ce quotient. Ici apparaît k au numérateur et k carré au dénominateur, donc finalement k au dénominateur. Le 2n exposant 2n se scinde en 2 exposant 2n fois n exposant 2n. Ici, je vais écrire racine de 2, racine de n. Ici, j'ai donc le n exposant 2n et n, le exponentiel de 2n, se simplifiant. C'est-à-dire que i2n équivaut quand n tend vers l'infini. Vous voyez que les deux exposants n s'éliminent, le n exposant 2n aussi, il vient racine de 2 sur k racine de n. Ici, racine de n sur n, multiplié par pi sur 2, que j'ai laissé de côté. Hop, multiplié par pi sur 2, c'est-à-dire pi sur k racine de 2 multiplié par racine de n. Mais, en même temps, i2n équivaut quand n tend vers l'infini à, je l'ai dit là-haut, racine de pi divisé par 2 racine de n. Alors, comme on a deux quantités équivalentes à i indice de n, elles sont équivalentes entre elles. Mais si elles sont équivalentes entre elles, leurs produits par racine de n sont équivalentes. Et donc, les constantes ici, pi sur k racine de 2 et racine de pi sur 2, sont égales, puisque deux quantités équivalentes sont égales. On en déduit que 2 points. Alors, pi sur k racine de 2 égale racine de pi sur 2, sur 2, racine de pi sur 2, et donc, hop, et finalement, k égale racine de 2pi. Racine de 2pi. 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Pi sur racine de pi, ça fait pi. Alors, voilà la conclusion. Qu'est-ce qu'on a montré?
finalement dans cet exercice une formule donnant l'équivalent de n factoriel, à savoir racine de 2pi, n exposant n, racine de n exponentielle de moins n, ou bien, c'est-à-dire une autre façon de l'écrire, n factoriel équivoquant n tend vers l'infini, on peut mettre le n sous la racine ici, là ça fait racine de 2pi n, et là il nous reste n sur e exposant n. Alors, ces deux expressions de la même relation s'appellent la formule de Stirling, qui donne un équivalent de n factoriel quand n tend vers l'infini. Voilà pour ce DL, qui était intéressant à plus d'un titre, et notamment pour ce dernier exercice-là, il faut que vous connaissiez, si ce n'est exactement la formule, du moins le moyen de la retrouver. À bientôt!